Madame, Monsieur, bonsoir, vous êtes sur Al24 News, vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Et pour ce nouveau numéro, nous plongeons au cœur d'une question brûlante qui bouleverse le jeu diplomatique. Les derniers territoires encore occupés et les liens profonds, souvent inavoués, entre les institutions internationales nées de l'après-guerre et les logiques coloniales qui continuent de structurer les rapports nord-sud. De la Kanaki au Sahara occidental, en passant par la Palestine, qui subit actuellement un génocide, nous observons aujourd'hui une même mécanique, une guerre asymétrique face au peuple sahraoui, palestinien et kanak, un occupant qui est souvent soutenu par des puissances coloniales. Ces mêmes puissances coloniales, souvent membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et même dotés d'un droit de veto. À la lumière du revirement récent de la diplomatie britannique dans le dossier sahraoui et de l'incapacité du Conseil de sécurité des Nations Unies à mettre fin au génocide en Palestine, je vous propose une question dérangeante mais essentielle dans le contexte actuel. La colonisation est-elle le paradoxe fondateur du Conseil de sécurité de l'ONU? Nous décortiquerons également le revirement diplomatique autour de la question du Sahara occidental, ses causes, ses implications et ce qu'il révèle du fonctionnement ou du dysfonctionnement du Conseil de sécurité. Une question clé se pose alors. La diplomatie occidentale est-elle en train de renouer sans complexe avec ses réflexes coloniaux? Installez-vous confortablement. On revient dans un court instant pour que je vous présente mes invités et qu'on entame la discussion. Et une fois n'est pas coutume, ce soir j'ai le plaisir d'être accompagné ici sur mon plateau de deux habitués de Cap sur l'Afrique. L'un, ça fait longtemps qu'on l'a pas reçu et comme l'Afrique c'est le continent des valeurs et j'aime à le dire, je commence avec l'aîné de mes invités, Saïd Ayessi. Saïd Ayessi, on vous présente plus, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Bonsoir Saïd, merci d'avoir accepté notre invitation. Il nous a manqué, le revoilà. Sami Kaidi, bonsoir Sami. Bonsoir et merci pour votre invitation. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je commence avec vous, Saïd Ayessi, sans transition. On rentre directement dans le vif du sujet. Je rappelle tout de même que vous êtes le président du comité algérien de la solidarité avec le peuple sahraoui. Je le disais dans quel instant, 3 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, 3 puissances dotées d'un droit de veto ont récemment revu leur position concernant l'occupation du Sahara occidental, une position qui se voulait, je rappelle et je mets entre parenthèses, neutre. Déjà, cette position était controversée quand on revient à la mission première du Conseil de sécurité de l'ONU et même de l'ONU. Qu'est-ce que signifie finalement ce basculement de 3 puissances qui ont un droit de veto dans le contexte géopolitique actuel? Alors, il me semble, Tina, qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac et, j'allais dire, ne pas faire la même lecture de la position de chacun des 3 membres du Conseil de sécurité il n'est pas interdit de les citer, les États-Unis d'Amérique, la France et la Grande-Bretagne. D'abord, il y a lieu de le souligner, et vous l'avez dit, en tout cas en filigrane, que être membre permanent du Conseil de sécurité, ça vous investit d'une responsabilité planétaire, celle de veiller à la paix et à la sécurité à travers le monde, c'est-à-dire à l'équilibre des relations internationales. Or, pour faire cette mission, pour mener à bien cette mission, il y a un instrument de taille, c'est le droit international. Et par conséquent, vous êtes là en tant que membre permanent du Conseil de sécurité pour veiller au respect et à l'application du droit international. Pour chacun d'entre eux, et c'est une mission, j'allais dire, incontournable pour chacun d'entre eux. Et pour les 2 autres aussi, dont nous n'avons pas à parler, en tout cas aujourd'hui. Et donc, j'ai dit qu'elle est nuancée. Pour les États-Unis d'Amérique, il est clair que, on se rappelle qu'en décembre 2020, le président Trump, dans son premier mandat, avait donc par un tweet reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Puis après, y a-t-il eu ou n'y a-t-il pas eu un décret présidentiel? En tout cas, l'administration Biden, qui a succédé à l'administration Trump, premier mandat, n'a pas appliqué ce décret, elle l'a contourné
et aujourd'hui Trump de retour aux affaires à la tête des États-Unis d'Amérique, on reparle, mais pas plus. On reparle de cette actualité, de cette actualisation de ce décret. On verra bien combien ça vient. C'est vrai que les États-Unis d'Amérique, dans les coulisses et parfois même en dehors, parlent de la solution de l'autonomie comme étant la solution la plus viable. Mais nous allons y arriver, vous savez qu'il y a un verrou. Pour ce qui est de la France, c'est pire. La France, par contre, c'est une position, j'allais dire d'abord que l'Algérie a dénoncée de par sa partialité caractérisée et son atteinte au droit international en tant que membre permanent. Pourquoi ? Parce qu'elle reconnaît la marocanité, la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental d'une part, et elle se lance dans les investissements au niveau du territoire du Sahara occidental, ce qui, pour nous le rappeler que uniquement sur le plan européen, la haute cour de la Cour de justice de l'Union européenne a condamné de façon claire et nette et a même reconnu au Front Polisario la possibilité d'ester en justice les États ou les entreprises qui viennent investir au Sahara occidental sans le consentement explicite du peuple sahraoui. C'est écrit noir sur blanc. Le troisième cas étant celui du Royaume-Uni, je crois que là, il y a une nuance de taille et très intéressante à préciser. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères britannique parle de l'autonomie comme étant une bonne solution. Ils n'ont pas dit que c'est la seule solution. Ils ont dit que c'est une bonne solution. Et ils ont dit qu'il reste attaché à travers les Nations Unies au droit à l'autodétermination. Cela ne nous étonne pas de la part du Royaume-Uni, parce que tout simplement c'est la plus vieille démocratie du monde, avec des valeurs pérennes inscrites dans le marbre. Et je rappelle que l'autodétermination est un processus de consultation populaire au Royaume-Uni. Le Brexit a été validé à la suite d'un référendum. Donc la politique britannique reste attachée à cette valeur d'autodétermination. Et donc, bien sûr que la décision est regrettable, nous le savons tous, mais on ne peut pas mettre sur le même pied de lecture la position britannique et la position française, par exemple. On va revenir. Vous avez parlé de 3 points qui sont importants. Ça a été d'abord les accords d'Abraham que l'occupant marocain soutient et respecte surtout. D'un autre côté, les États-Unis et le Royaume-Uni qui se montrent beaucoup plus prudents que la France, qui s'est engagée corps et âme dans une reconnaissance tout azimut de ce qu'elle appelle ou de ce qu'elle considère comme la marocanité du du Maroc sur le Sahara occidental. On va revenir sur ces points qui sont très importants. Je viens vers vous, Sami Kaidi. L'architecture du Conseil de sécurité, on vient de le dire, c'est 5 membres permanents avec un droit de veto pour 3. Donc, M. Ayachi a clairement expliqué qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et je rappelle là aussi que les 2 de ces puissances sont d'anciennes puissances coloniales. Je parle notamment du Royaume-Uni et de la France. Le dernier étant les États-Unis, qui vient d'une logique de relations internationales qui est l'hégémonie occidentale sur le tiers-monde ou sur les rapports nord-sud. Partant de ce postulat et des remarques pertinentes qu'a fait M. Ayachi concernant le fait qu'on ne puisse pas mettre tout le monde dans le même sac, est-ce que finalement on peut considérer qu'aujourd'hui ce Conseil de sécurité confirme de plus en plus une sorte d'architecture coloniale au sein même du Conseil de sécurité, d'où l'importance d'une réforme appelée de leur vœu par les peuples du tiers-monde et leurs États? Effectivement, le moins que l'on puisse dire, c'est que le Conseil de sécurité des Nations Unies est l'otage finalement de logiques qui vont valider une forme de fait accompli colonial, si j'ose dire. Et effectivement, le moins que l'on puisse attendre, c'est une réforme structurelle du Conseil de sécurité des Nations Unies si l'ONU ne veut pas connaître le sort qui a été réservé à son ancêtre, la Société des Nations, et qui a également disparu sous le poids de logiques assez contradictoires. Donc la Société des Nations s'est effondrée sous la logique des contradictions.
Et l'ONU est devant un carrefour stratégique. C'est aujourd'hui intenable quand on voit la situation tant dans les territoires occupés du Sahara occidental, mais également en Palestine occupée, où c'est le Conseil de sécurité, qui est quand même cet organe suprême, qui est censé assurer la sécurité et la paix dans le monde, est malheureusement plus capable finalement d'assurer pleinement et efficacement ses missions. Aujourd'hui, la situation a également structurellement changé par rapport à la Seconde Guerre mondiale, où les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale ont pu, somme toute, assurer une paix précaire. Aujourd'hui, la réforme est extrêmement importante, car les équilibres du monde ont changé. Il y a un Sud global aussi qui a exprimé une forme d'appétit pour l'égalité, et qui doit être prise en compte, parce qu'aujourd'hui, l'Occident n'est plus en l'occurrence au centre finalement de ce monde. La politique internationale, mais également l'économie mondiale a muté vers l'Est, si j'ose dire, et il faut prendre en compte tout cela. Et aujourd'hui, on voit bien que les mécanismes censés protéger un peu la sécurité de ce monde, nous empêcher de reconnaître une nouvelle guerre mondiale, sont en train de s'effriter sous nos yeux. Donc, plus que jamais, la réforme des Nations Unies est un impératif rappelé d'ailleurs par l'Algérie à moult reprises. Très bien, on va revenir justement sur cet impératif de réforme. Je reviens et je rebondis sur ce que vous avez dit, M. Hayachi. Vous l'avez très bien rappelé. C'est avec les accords dits d'Abraham qu'a commencé les revirements en Occident autour de la question du Sahara occidental. Selon bon nombre d'observateurs, le Maroc, et je le disais à l'instant, le Maroc respecte les accords d'Abraham, tandis que vous l'avez rappelé là également, les États-Unis restent très prudents, alors que le Maroc va jusqu'à accueillir des navires chargés d'armes en destination de l'entité sioniste, chargés d'armes qui vont servir à Gaza pour l'entité sioniste Paris. Et Londres notamment reste très prudente, puisque à chaque fois, même concernant les investissements, Londres affirme qu'il sera toujours question que ces investissements soient accompagnés du droit international, de la charte de l'ONU, des résolutions de l'ONU. Et la France, on l'a vu aussi, elle a eu un appétit grand en termes d'économie concernant le Sahara occidental. C'est, je crois, 10 millions d'euros. 10 milliards. 10 milliards, pardon, oui. 10 milliards d'euros d'investissement au Sahara occidental. Et est-ce que finalement les puissances sont en train de sont en train de danser sur un pas de deux avec le Maroc sur cette question? Est-ce que le grand perdant finalement de ces reconnaissances n'est pas le Maroc qui se présente aujourd'hui, que ce soit auprès des peuples en Occident, que ce soit auprès des peuples dans le tiers-monde, comme étant le régime relais par excellence des intérêts occidentaux, que ce soit au Sahel, en Afrique et même dans le monde arabe? Question très pertinente. Laissez-moi juste rappeler, vous avez dit tout à l'heure que ce sont des puissances coloniales. Vous parlez plus précisément de la France et la Grande-Bretagne. Effectivement, mais ce n'est pas le même colonialisme. Ce n'est pas le même colonialisme du tout, d'où la nuance dans les positions. La première raison, c'est parce que ce n'est pas le même colonialisme. La deuxième raison, c'est que dans tout cet échiquier qu'on essaie de décrypter plus ou moins, il y a, j'allais dire, une référence transversale. C'est celle des intérêts de chacun. Chacun a des intérêts, que ce soit les États-Unis d'Amérique, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit la France, que ce soit l'entité sioniste. Évidemment, vous venez de le dire dans la fin de votre commentaire, le plus grand perdant étant le Maroc et surtout le peuple marocain. Mais alors, quels sont les intérêts de chacun? L'entité sioniste, c'est d'abord d'avoir un partenaire, en l'occurrence le régime marocain, par lequel lui aussi a des intérêts économiques au Maroc. Vous savez que l'entité sioniste fait une avancée extraordinaire dans l'économie marocaine et dans la vie sociale marocaine. Est-il besoin de rappeler ici qu'il y a maintenant le droit hébraïque qui a investi le droit marocain, qu'il y a des biens qui ont été spoliés aux Marocains pour être rétrocédés à des sionistes, qu'il y a des milliers d'hectares de terre qui ont été donnés à des sociétés sionistes, qu'il y a trucs. Évidemment, en retour, il y a cette vente, et ce n'est pas des cadeaux, de la technologie militaire américaine
au Maroc pour qu'il puisse un peu renforcer son armée. Mais évidemment, ils ont l'objectif de l'un et de l'autre étant l'Algérie. L'antititionniste, pourquoi ce pays qui ne veut pas plier les genoux et qui ne veut pas rentrer dans le rang, dans justement les accords d'Abraham, pour qu'il puisse enfin, l'antitionniste pourrait enfin, d'une certaine façon, vassaliser le monde arabe, comme elle est en train de le faire. Et pour le Maroc, c'est évidemment se prémunir, ou du moins agresser, si tant est qu'il peut le faire, ce pays qui m'empêche d'occuper le Sahara occidental et de l'annexer. Parce qu'il nous responsabilise de cette situation, ce qui est très faux. L'Algérie ne demande que l'application du droit international, c'est-à-dire l'organisation des référendums. Pour la Grande-Bretagne, il n'y a pas d'intérêt géopolitique, probablement, mais d'intérêt commercial. Il y en est majoritaire dans le truc. Il est beaucoup moins que celui de l'Espagne, il est beaucoup moins que celui de la France. Et pour les États-Unis d'Amérique, c'est bien sûr un problème de géopolitique et de puissance internationale. Et évidemment, ils sont maintenant devant la quadrature du cercle. C'est comment pouvoir imposer comme solution au dossier du Sahara occidental, imposer la solution de l'autonomie voulue par le Maroc sans référendum face à un droit national qui est très clair en faveur de l'organisation des référendums pour les Sahraouis. Et c'est cette équation qu'ils n'arrivent pas à résoudre, sauf à amener les Sahraouis, j'allais dire, je ne sais comment, ils peuvent le penser. Les pressions, on le sait, existent depuis des années sur les Sahraouis. Comment les Sahraouis peuvent demain concéder, j'allais dire, et répondre à cette sollicitation des grandes puissances. Bien sûr, cela n'est pas fait. Mais il y a ici une violation du droit international qui est dénoncée, évidemment, par les Sahraouis d'abord, mais par tous ceux qui veulent que le droit international reste la règle pour toutes les nations du monde et que, par conséquent, on puisse l'appliquer à ce problème de colonisation au Sahara occidental comme au problème, d'ailleurs, de la Palestine occupée par l'antititionniste. C'est dans ce contexte-là qu'il y a, d'un côté, ceux qui veulent imposer l'autonomie. Et quelle autonomie? Quelle autonomie? Personne n'en parle encore. À des gens que le droit reconnaît. Vous parlez d'investissement de 10 milliards de la France au Sahara occidental. En tout cas, ce sont des projets apparemment assez déjà bien avancés. Je rappelle que le jugement de la Haute Cour, de la Cour de justice de l'Union européenne en octobre 2024 a clairement énoncé qu'il ne peut pas y avoir d'investissement au niveau du Sahara occidental sans le consentement du peuple sahraoui. C'est une Cour de justice. C'est une Cour de justice européenne. La France, à ce que je sache, se situe en Europe. Et par conséquent, le droit européen s'applique à la France. Comment aujourd'hui la France, après avoir porté atteinte au droit international, en reconnaissant la souveraineté du Maroc en dépit du droit international, comment la France aujourd'hui vient encore une fois violer un jugement qui a été énoncé par la Haute Cour de justice de l'Union européenne en prévoyant des investissements au Sahara occidental alors que l'énoncé du jugement est clair. Vous voyez très bien qu'il y a une sorte de passage en force. On essaie de passer en force contre le droit international. Évidemment, cela malgré le droit à la justice pour le peuple sahraoui. La France est non seulement en Europe, un pays européen, mais c'est aussi un des pays défenseurs de l'Union européenne, donc censé être aussi défenseur des résolutions de cet organe qu'elle défend. C'est leur propre justice. Voilà. C'est leur propre justice. Qu'ils commencent par respecter leur propre justice. Exactement. Je viens vers vous, Sami Kadi. On va prendre un peu la même question, mais à l'envers. Depuis quelque temps, la question du Sahara occidental et la question de la colonisation revient au devant de la scène. On l'a vu avec des manifestations pour soutenir non seulement le Sahara occidental, mais pour soutenir aussi, lors du revirement qu'il y a eu en Espagne, les Espagnols sont sortis, des députés, des élus locaux, le peuple, la société civile, on le voit, le soutien international dont jouit aujourd'hui la Palestine auprès des Nations Unies, des peuples, comme on aime à le rappeler souvent. Il y a aussi un autre
un point qui est important, c'est au sein même de l'ONU. Le secrétaire général des Nations Unies parle de plus en plus de la question sahraoui et de la question de la Palestine. Concernant le Sahara occidental actuel, le secrétaire général se dit déjà préoccupé par la situation des droits de l'homme et se dit favorable à une solution pérenne de l'occupation du Sahara occidental, déplore le fait qu'au sein de la mission des Nations Unies dans les territoires occupés, il n'y a pas de mission, l'occupant marocain empêche qu'il y ait une mission d'observation des droits de l'homme. Est-ce que finalement, c'est cet intérêt géopolitique et c'est ce retour des questions coloniales au cœur des préoccupations géopolitiques et politiques qui pousse finalement certaines puissances occidentales à faire des revirements de position de façon tout azimut? Alors tout d'abord, je voudrais commencer par le fait que effectivement le régime colonial marocain multiplie les atteintes aux droits de l'homme et aux droits humains dans les territoires occupés du Sahara occidental, territoire qu'il a mis sous une forme de blocus dans la mesure où il blocus et apartheid. Blocus et apartheid, et ce d'autant plus qu'il expulse manu militari des délégations, notamment d'élus et de parlementaires européens qui sont stricto sensu empêchés d'aller vérifier de visu, de contrôler aussi, parce que je parle aussi de contrôle populaire et parlementaire des droits humains. Donc il les empêche d'accéder aux territoires occupés et cela démontre davantage le fait qu'il y a beaucoup de choses à vouloir cacher à l'opinion publique internationale. Il intensifie ses opérations. Il intensifie aussi ses opérations d'emprisonnement, de torture aussi. Et on voit bien que personne n'échappe à la cruauté de ce régime barbare, d'autant plus qu'il a pour fidèle allié l'entité sioniste. Et on voit bien que finalement, en termes de barbarie, les uns se soutiennent et se confortent. On va dire que l'ensemble des colonisations se ressemblent. Il n'y a pas de barbarie plus supérieure ou inférieure à l'autre. Voilà, et donc le Maroc s'inspire finalement des méthodes de l'entité sioniste, et il y a un paradoxe qui est assez incroyable, c'est qu'au moment où on voit que des pays européens, en l'occurrence la Slovénie, la Norvège, l'Espagne, tire la sonnette d'alarme et empêche aussi l'entité sioniste de transiter par ses ports. Par exemple, pour le cas de l'Espagne, le régime colonial marocain ouvre ses ports à l'entité sioniste. Par rapport au revirement des pays, des puissances, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies, moi je partage vraiment le point de vue de M. Hayashi, dans la mesure où il y a vraiment des divergences entre les divers acteurs du Conseil de sécurité des Nations Unies, et même à l'intérieur des établissements politiques. Je vais prendre l'exemple des États-Unis tout simplement. Il y a la figure de John Bolton, qui est quand même un poids lourd de la politique américaine, et qui, cette semaine, a appelé son pays, les États-Unis d'Amérique, à, en l'occurrence, soutenir le droit imprescriptible du peuple sahraoui à l'autodétermination. Et il a mis en exergue le fait que le Maroc est en l'occurrence un danger, non pas que pour les Sahraouis, mais également pour l'ensemble des pays de la région. Car le royaume du Maroc a des velléités expansionnistes, et ces velléités touchent finalement notre territoire, l'Algérie, mais également la Mauritanie. Vous faites référence notamment à la question du grand Maroc, tel que... Qui étrangement ressemble à cette théorie, cette théorie du grand Israël, donc de cette grande entité sioniste qui grandirait du Nil à l'Euphrate. Et finalement, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le droit international est une boussole. On ne peut pas faire autrement, on ne peut pas aller au-delà du droit international. Enfin, voyez-vous, c'est à peu près comme le code de la route. On ne peut pas... vous imaginez si du jour au lendemain, on faisait abstraction de cela. C'est finalement c'est la jungle, et c'est la loi du plus fort, ce qui n'est pas finalement enviable. Il y a aussi
par rapport à la cause sahraoui, j'ai eu l'honneur et l'opportunité de faire le dernier entretien avec M. Gilles Devers peu avant son décès pour le quotidien national Moujahid. Et je trouve que ces paroles résonnent encore aujourd'hui, car il avait dit que quel que soit que le temps qui passe, finalement, on ne pourra pas faire abstraction du droit international. Et on ne pourra pas faire également abstraction des résolutions, des arrêtés adoptés par la Cour de justice de l'Union européenne qui sont clairs, nets et précis et qui stipulent que le droit indéniable du peuple sahraoui à son autodétermination est fondamental. Ils savent pertinemment qu'on ne peut pas faire, comme vient de le dire Samy, faire abstraction du droit international. Mais ils tentent le passage en force. Ils veulent nous intimider. Ils veulent nous complexer qu'il y a une décision prise par les puissants de ce monde. Et avec quelques exemples dont Samy tout à l'heure a abordé plus ou moins la chose, figurez-vous que pour l'antitétionnisme, il y a plus de 300 résolutions du Conseil de sécurité qui ne sont pas appliquées. Il y en a une soixantaine pour le Maroc qui ne sont pas appliquées. Il y a des violations ici et là. On a vu le carnage qui est commis contre le peuple de Gaza. On voit comment les droits de l'homme sont bafoués quotidiennement au Sahara occidental. Aucun rappel à l'ordre, ni au régime marocain, ni à l'antitétionnisme. Cette impunité vient de ces mêmes puissances dont on parle aujourd'hui, mais alors qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent tout simplement peut-être nous voir céder, voir les Sahraouis, les Palestiniens baisser la garde, baisser les bras et pouvoir, eux, à ce moment-là, réaliser leurs projets criminels. Et notre ligne de défense aujourd'hui, notre ligne de résistance, c'est le droit international. Ouais. Et rien que le droit international. Car très rapidement... Oui. Très bien. Samy, déjà, merci d'avoir parlé de maître Gilles Devers, qui nous a malheureusement quitté, un grand défenseur des droits humains, de la cause palestinienne, de la cause sahraoui. Très chers téléspectateurs, on se retrouve dans un court instant, juste après cette page publicitaire. Très chers téléspectateurs, bienvenue dans le plateau de Cap sur l'Afrique. Et ce soir, on s'intéresse au revirement des puissances occidentales, des puissances qu'on rappelle là aussi, membres du Conseil de sécurité, concernant le dossier sahraoui. Là, juste avant de revenir sur le plateau, M. Ayachi nous a rappelé quelque chose de très important. Le dernier rapport du Conseil de sécurité qui parle de l'autodétermination du peuple sahraoui. Le Conseil de sécurité... Qui ne parle pas d'autonomie. Qui ne parle pas d'autonomie, qui n'a jamais reconnu depuis 2007, depuis cette proposition un peu hallucinante. C'est le rapport du Conseil de sécurité à l'intention de l'Assemblée générale. Donc il va ramener la quintessence de ce qui s'est passé durant une année 2024 sur le dossier du Sahara occidental. Et le mot qui ressort de façon, j'allais dire, claire, nette, c'est l'autodétermination. Donc il y a encore une fois le fait que l'autodétermination reste la boussole pour la résolution de ce conflit de décolonisation en Afrique concernant les Sahraouis. Et l'Afrique, la Palestine, et évidemment, évidemment, aussi, nous parlons juste de nous parlons juste ce soir, justement. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, finalement, la question du Sahara occidental comme étant un cas d'école, finalement, de ce qui est cette relique qui se maintient, qui s'appelle la colonisation? Parce qu'on est passé, quand même, au fur et à mesure des années, suite à la décolonisation de l'Afrique, ce qui est appelé le néocolonialisme, le néo-impérialisme, mais ces territoires-là qui se maintiennent. Pourquoi, monsieur? Vous avez raison de le penser. Je crois que nous sommes dans le vif du sujet parce que ces choses-là ne se déroulent pas pour rien, pour la galerie, pour le show, non. Ils se déroulent parce qu'il y a des intérêts bien compris. Et quand on parle de néocolonialisme, il faut comprendre, à mon sens, le néocolonialisme économique. Aujourd'hui, ce ne sont pas des troupes aéroportées qui débarquent dans un pays pour l'occuper et, d'une certaine façon, régenter la population. Non. D'une certaine façon, on occupe les structures économiques d'un pays, on capte ses richesses, on spolie les ressources et à ce moment-là, on siphonne ce qu'il y a de bien dans ce pays-là. C'est ce qui se fait maintenant pour le Sahara occidental à travers le Maroc. Mais pourquoi
il y a justement cet appétit féroce de la France pour le Sahara occidental, parce qu'il y a des intérêts à prendre, comme il y a évidemment pour ce qui est de la géopolitique au Moyen-Orient, de l'hégémonie qu'il faut installer à travers l'entité sioniste. Et ça rentre aussi dans un cadre plus général, plus global, plus vaste de la géopolitique internationale, dans les combats à venir entre les trois grands que sont la Fédération de Russie, la Chine et les États-Unis d'Amérique, et chacun cherchant dès maintenant à préparer ses partenaires d'accompagnement dans cette bataille qui s'annonce de façon très très prochaine. On va revenir justement sur cette rivalité qu'il y a entre l'ensemble des puissances, que ce soit la Chine, la Russie d'un côté et de l'autre les puissances occidentales. Samy, je viens vers vous, comme vient de l'expliquer M. Ayechi, ce qu'on appelle le néocolonialisme. Donc c'est cette capacité des puissances occidentales à se réinventer dans leur domination et à dominer les pays du Sud, notamment concernant l'économie. Aujourd'hui, sur les territoires sahraouis, on voit l'appétit des puissances à vouloir justement investir les territoires sahraouis. Est-ce que finalement le Sahara occidental là aussi devient un cas d'école, puisqu'il passe d'un colonialisme traditionnel tel que l'ont vécu bon nombre de pays du tiers-monde à un néocolonialisme dont l'État finalement à l'intérieur de ce colonialisme, je rappelle encore une fois, un colonialisme de peuplement. Et comment est-ce que les investissements français, qui soient les investissements, on va dire, des multinationales, de l'ensemble des multinationales qui sont en train de prendre de plus en plus de terrain, affectent l'autodétermination du peuple sahraoui? Alors en fait, il y a une volonté de contrôle des ressources du Sahara occidental occupé, des intérêts pécuniaires, et il y a aussi le pari fait par ce régime voyou marocain qui est finalement d'impliquer les grandes puissances pour essayer de faire un peu du chantage et les forcer finalement à adopter leur politique du fait accompli colonial qui se résume en imposant en fait leur volonté sur le peuple sahraoui qui n'a qu'une seule volonté, c'est de vivre librement sur son territoire, et ce d'autant plus que l'on se rapproche tristement du 50e anniversaire de la colonisation du Sahara occidental, colonisation qui est actée non seulement par les Nations Unies, mais également par la Cour internationale de justice et à présent par les cours européennes de justice également. Mais il y a aussi un paradoxe, c'est-à-dire que par ce biais-là, on essaye de forcer la main donc à ces puissances, à susciter leur appétit, à créer de nouvelles convoitises. Mais je pense que finalement, c'est un pari qui ne va pas durer parce qu'on a pu voir beaucoup d'autres cas de figure de pays colonisés qui, malgré tous les appétits et malgré toute leur richesse naturelle, ils ont réussi finalement à décrocher avec force et avec courage leur autodétermination et leur indépendance, comme notre pays, l'Algérie. Mais il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant à mettre en valeur. C'est que, paradoxalement, la noble question du peuple sahraoui et de leur combat pour l'autodétermination était passée un peu au-delà des radars ces dernières années. Or, les gesticulations du régime marocain ont paradoxalement remis les projecteurs sur cette question-là. Donc il y a un paradoxe assez intéressant. Et finalement, est-ce que la politique coloniale du Maroc, est-ce qu'elle ne va pas se retourner contre lui à moyen et long terme ? Finalement, est-ce qu'avec ce que vous pouvez dire, est-ce qu'on peut parler d'une simple occupation est suffisant quand il est question du Sahara occidental? Est-ce qu'il ne faut pas aller encore plus loin? Vous avez dit, il y a le rôle des multinationales, il y a la colonie de peuplement, il y a un mur de l'apartheid, il y a de la... Bien sûr, il y a également la privation de tout un peuple de ses ressources, de ses moyens de subsistance, si j'ose dire. Le Sahara occidental est extrêmement riche en phosphate. Il est extrêmement riche. Les eaux poissonneuses les plus riches. Exactement. Avec la Mauritanie, il y a tout un bassin. Une population jeune aussi. Voilà, et peut-être que demain, on découvrira des ressources très importantes. C'est ce qui fait que si ces puissances occidentales essayent de se bousculer pour essayer d'avoir, si j'ose dire, leur part de ce rapt et de ce vol. Toutefois, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la logique financière ne perdurera pas et aucun peuple n'a été privé de sa liberté. C'est-à-dire que le combat de chaque peuple finira toujours par prévaloir et par être remporté haut la main, si j'ose dire.
Oui. Vous parlez de cas d'école, la formule d'ailleurs me plaît beaucoup. Vous parlez de cas d'école en ce qui concerne le colonialisme. Un cas d'école par excellence du colonialisme économique, c'est la citadelle du franc CFA. Oui. La citadelle du franc CFA. Vous savez très bien qu'il y a 14 pays qui sont soumis au diktat français depuis 50 ans pour utiliser le franc CFA comme monnaie de leur pays, avec une monnaie qui est frappée à Paris, sur laquelle la France prend des dîmes, et avec un plafond d'utilisation de ces trucs-là. Si jamais ces pays-là, auxquels d'ailleurs beaucoup de dirigeants du monde a mis leur conseil de prendre, j'allais dire, ces décisions historiques, s'ils sortaient du franc CFA, c'est d'abord réellement le recouvrement de la souveraineté nationale pour chaque État, puisque la monnaie fait partie des instruments de solidarité, de souveraineté, et puis surtout l'effondrement économique de la France. C'est-à-dire déjà la France en déclin économique, mais en perdant le franc CFA qui lui rapporte, bon an, mal an, selon les économistes, 400 milliards d'euros par an, ce serait la fin de l'économie. Justement, vous parlez de la France, et on l'a dit tout à l'heure, la France compte investir 10 milliards de dollars, je rappelle encore une fois, dans les territoires sahraouis. On va s'intéresser à un autre territoire occupé par la France. Je parle bien évidemment de la Kanakif, ou ce qui est connu sous le nom de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, le nickel est très important pour la France, notamment dans le cadre de sa transition énergétique. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre de ce qui est appelé le post-France-Afrique, parce que la France est en déroute dans l'Afrique elle est en déroute dans l'Afrique de l'Ouest, mais pas encore sur le point du franc CFA, elle se maintient. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui c'est le coup de grâce. Ça va être la fin véritable de la France-Afrique. Est-ce qu'on peut parler finalement aujourd'hui de la géoéconomie quand on parle de la France en Afrique aujourd'hui? Elle est prête à tout. Est-ce qu'elle est prête à tout, justement, pour maintenir son précaré vivant? Ils l'ont prouvé en Nouvelle-Calédonie. Rappelez-vous, d'abord, il n'y a pas si longtemps encore des troubles et des morts, mais cela dure depuis déjà maintenant à peu près 45 ans. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de la population qui voudrait jouir de leur indépendance, de l'indépendance de leur territoire, qui sont organisés pour cela, qui l'ont demandé, j'allais dire, de toutes les façons pacifiques possibles, qui ont même, j'allais dire, été amenés à se confronter aux forces de l'ordre. Il y a eu des simulacres de référendums, évidemment, gérés de façon très malhonnête par l'administration française, pour pouvoir, d'une certaine façon, continuer d'arrimer le territoire à la République française. Mais il est clair, et les intellectuels français honnêtes le reconnaissent, il est clair que c'est un cas de colonisation, un cas de colonisation d'abord pour la grandeur de la France historique, mais aussi et surtout pour des intérêts économiques. Vous avez cité le nickel, mais il y a bien d'autres possibilités de spoliation de ressources, mais la France n'en démord pas. Nous avons dit tout à l'heure que le colonialisme français a une matrice tout à fait particulière de spoliation éhontée, de spoliation féroce, sauvage, avec les crimes en sus. Lorsqu'on cite le nombre de morts, puisqu'on parle de Nouvelle-Calédonie, si l'on faisait le nombre de morts qu'il y a depuis maintenant 40 ans, on frise les 200 facilement. Est-ce que vous pensez finalement que la position... Est-ce qu'on peut mettre... Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec l'idée de mettre le Royaume-Uni et la France dans le même sac. Mais est-ce que le post-Brexit a peut-être poussé le Royaume-Uni à aller courir vers une reconnaissance? Il est clair qu'il y a la trajectoire historique de la Grande-Bretagne lui rappelle qu'elle devra toujours rester dans le club des grands. Et pour rester dans le club des grands, il faut avoir les facteurs pour, c'est-à-dire la puissance économique. Et ce qui est valable pour les uns est valable pour les autres. Et par conséquent, demain, la Grande-Bretagne ne ferme pas toutes les portes à une possibilité de participer à une exposition économique quelconque ici ou là, et surtout de ne pas être exclu du jeu, puisqu'il y a, évidemment, nous l'avons dit, une grosse bagarre en vue pour l'hégémonie mondiale, et elle voudrait garder le rang qui est le sien, la Grande-Bretagne. Est-ce que ces rapports, finalement, avec les États-Unis aussi ont poussé cette... parce qu'on sait que c'est déjà... Il est clair, vous avez très raison, comme le disait un homme politique français, la Grande-Bretagne regarde toujours vers le large.
Et par conséquent, ils sont arrimés aux États-Unis d'Amérique et ils ne peuvent que suivre les États-Unis d'Amérique. Ils n'iront pas jusqu'à utiliser les mêmes termes ou les mêmes procédures que les États-Unis d'Amérique, mais ils iront toujours dans le même sens des États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi, d'ailleurs, peut-être qu'ils emboîtent le pas dans cette histoire du Sahara occidental, non pas à la France, mais aux États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, je disais tout à l'heure, ce que je décrypte pour ma part, c'est que les positions américaines qui est plus avancée, bien sûr, parce que tout simplement, il y a une grande responsabilité que se sont données les États-Unis eux-mêmes dans le dossier, et que la Grande-Bretagne essaie de suivre en disant aujourd'hui timidement, oui, l'autonomie est une bonne solution. Pour le moment, ils en sont là. Peut-être qu'ils avanceront plus, mais peut-être aussi qu'ils s'arrêteront là. Est-ce que, une dernière question sur ce point justement et sur la politique interne du Royaume-Uni, Samy, est-ce que le fait que Keir Starmer, l'arrivée de Keir Starmer à la tête du Royaume-Uni, il est arrivé, on le sait, c'est le Parti travailliste, mais il est arrivé avec l'idée d'en finir avec les traditions du Parti travailliste, avec cette idée d'un Parti travailliste qui soutient les couches les plus défavorables, mais on va plus vers un Parti travailliste qui se veut plus libéral, plus universel, on va dire, avec des opinions bien tranchées, très capitalistes justement. Je ne sais pas le terme, très capitaliste. Est-ce que c'est justement là aussi un point de rupture de Keir Starmer avec ce qu'a été le Parti travailliste avant? Alors, dans un premier temps, effectivement, c'est un point de rupture avec les traditions qui se faisaient auparavant au sein du Parti travailliste britannique, mais c'est également la conséquence directe du Brexit, car en effet, le Brexit a entraîné des conséquences désastreuses sur l'économie britannique. On parle d'une diminution de 32% des investissements. On parle de la baisse de plusieurs points en termes d'évolution du produit intérieur brut britannique. Donc la situation économique n'est pas au beau fixe au Royaume-Uni, d'autant plus que les couches les plus défavorisées sont en train de grossir. Et c'est un pays qui est aussi particulier, car c'est un peu le pays du néolibéralisme et à la Thatcher, si j'ose dire. Et effectivement, aujourd'hui, tout un pan de la population britannique est un peu livrée à elle-même. Vous savez que, pour compléter ce que vient de dire Samy, que le Parti travailliste, maintenant, qui revient aux affaires, il était donc remplacé par les conservateurs pendant, je crois, une décennie maintenant. Oui. C'était James Corbyn qui était à la tête du Parti travailliste. James Corbyn est un fervent défenseur des droits des Sahraouis. Il a même visité les camps. Il a visité les camps. Et quand ils ont vu qu'il avait une position pas seulement sur le dossier sahraoui, mais sur le dossier palestinien aussi. Et donc, il a été taxé d'antisémitisme et viré par les dirigeants, une frange dans Stamer, viré de la direction du Parti travailliste, qui reviennent maintenant, évidemment, et vous avez raison de le souligner, sous une autre forme. Le Parti travailliste, j'allais dire, dans sa matrice, dans son ADN, est un parti très progressiste, et bien évidemment, aux côtés des peuples qui luttent pour la justice et la liberté. Toutefois, il y a ce virage qui est extrêmement important à souligner et qui, je pense aussi, va au-delà du Royaume-Uni pour la simple et bonne raison qu'on observe au sein du continent européen, dans plusieurs pays, que cela soit la France, la Roumanie, etc., une montée de l'extrême droite et des idées finalement de l'extrême droite qui sont aussi, qui épousent aussi un peu cette agressivité, cette politique antisociale, etc. Et donc je pense que ça va un peu de pair et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, car ça accompagne encore le retour en arrière de ces puissances européennes et le recouvrement d'une certaine vision néocoloniale qui a été la matrice de leur politique post-seconde révolution industrielle et coloniale aussi du 20e siècle. Pardon. Je rebondis, Samy, et on va revenir. Monsieur Ayéchi, à la lumière de ce que vient de nous dire Samy, finalement, est-ce que finalement même le revirement du parti d'extrême droite en France, je fais référence au parti le tristement célèbre le Front National qui a opéré une mutation pour se retrouver au sein de l'Union européenne, pour être accepté aussi au sein de l'hémicycle français avec une image toute policée concernant la question de la juiverie, notamment avec ce soutien inconditionnel à l'antité sioniste alors qu'il commet un génocide et effacé
ce qu'ils considèrent comme étant des frasques du créateur du parti, et faire oublier aussi son rôle dans la torture lors de la guerre de libération et de la révolution algérienne. Est-ce que tous ces partis-là, finalement, ne font pas partie, ne sont pas un choix politique aujourd'hui des institutions de la Ve République, des institutions fondamentales même de la Ve République, fondamentales du Royaume-Uni, fondamentales des États-Unis, qui essayent de maintenir à tout prix l'ordre mondial en mettant en avant des extrémistes qui ne laissent pas les peuples s'exprimer concernant leurs droits et leur dignité? Et, chacun peut avoir sa lecture. Moi, je suis de ceux qui pensent que la matrice du Rassemblement national qui était hier le Front National n'a pas changé. C'est toujours un racisme. C'est un racisme assumé. C'est toujours une formation raciste. On a détourné xénophobe, anti-algérienne, algérophobe, ça, ils le à font tout craint, truc, etc. Mais s'il y a une montée de l'extrême droite, c'est parce qu'il y a la faiblesse de la gauche et la faiblesse du centre et de la droite française. 3 espaces politiques français qui ont dérivé les uns et les autres. Il n'y a plus le parti gaulliste avec les idées généreuses et une politique pro-arabe, et en tout cas la défense de la République française, les valeurs de la République française. Il n'y a plus les partis socialistes français qui, depuis Mitterrand, a lamentablement également dérapé sur beaucoup de choses et qui aujourd'hui en est réduit à une formation politique de 4e ordre. Il n'y a plus la gauche progressiste qui a formé tant de générations et tant d'intellectuels et qui aujourd'hui se résume à quelques voix, Mélenchon et d'autres. Ce qui fait que aujourd'hui, c'est au pays des aveugles le bornier roi. Le Rassemblement national se trouve, j'allais dire, en suprématie par rapport à la classe politique française, à telle enseigne que maintenant le président Macron doit composer avec la droite et l'extrême droite. Et la droite et l'extrême droite se tiennent, en fait. Il y a maintenant, en prévision des présidentielles de 2027, une concurrence pour que ce soit l'un ou l'autre qui passe. Et le souhait qu'il faut former, c'est qu'ils se bagarrent entre eux, qu'ils se neutralisent entre eux, pour que puisse passer peut-être un candidat d'une formation politique beaucoup plus profitable pour les valeurs de la République et pour aussi la coopération internationale. Vous avez parlé de Mitterrand, je rappelle tout de même que c'est sous Mitterrand qu'a été mise en place la France-Afrique avec ces fameux réseaux FOCAR qui sont aujourd'hui l'essence même de le président Mitterrand, qui se disait être un président de gauche, a fait totalement une politique de droite. Exactement. De droite. Totalement de droite. On revient à notre sujet principal, même si c'est agréable d'avoir traité cette question, nous intéresser à ce point. Samy, le soutien militaire croissant de l'entité sioniste à l'occupant marocain, concernant notamment des technologies, la cybersécurité, la technologie des drones, est-ce qu'on peut parler là d'un nouvel axe qui est Rabat, Tel Aviv, Washington, pour mettre un frein à toute velléité de réelle autonomie, de réelle souveraineté, pas autonomie, souveraineté, non pas qu'au Sahara occidental, mais dans l'ensemble de la région. Je fais référence à la Libye, je fais référence au Sahel, je fais référence aux pays ouest-africains dont parle M. Ayeshi, l'Afrique de l'Est, l'ensemble du continent africain et peut-être même le Sud, parce que le continent africain a souvent été la locomotive et l'avant-garde des luttes dans le Sud global. Alors, j'ai envie d'apporter une petite nuance. Je parlerai plutôt d'axe Rabat-Tel Aviv, dans la mesure où on a pu voir que Washington s'est quand même distancié de tout cela. Les États-Unis d'Amérique reconnaissent en Algérie un partenaire extrêmement stratégique en Afrique du Nord. D'ailleurs, il y a eu la signature d'accords récemment pour des questions sécuritaires et de coopération militaire. Or, Rabat et Tel Aviv sont plus que dans une simple alliance. Ils sont dans des relations incestueuses et assez perverses, dans la mesure où leur objectif est de déstabiliser effectivement l'ensemble de l'Afrique, du continent africain. On a pu observer que Rabat sert de cheval de Troie pour Tel Aviv, notamment pour l'introduire au sein
des instances panafricaines, en l'occurrence l'Union africaine, etc. Et heureusement, la vigilance d'un autre axe, celui qui lie Alger à l'Afrique du Sud, a pu déjouer toutes ces tentatives malveillantes. Aujourd'hui, on voit que cette coopération se renforce tant sur le plan sécuritaire, militaire, de la cybersécurité entre l'entité sioniste et le régime colonial marocain, et cela constitue une menace pour l'ensemble des pays de la région, dont le nôtre. Il faut rappeler que selon Kaspersky, qui est quand même ce leader mondial des solutions de cybersécurité, notre pays a été visé par plus de 70 millions de cyberattaques en 2024 et est classé par conséquent 17e pays le plus attaqué sur le plan cybernétique. Très bien. Monsieur Ayachi, vous avez 2 minutes même pas 2 minutes, 1 minute 30 pour répondre à ma question. Est-ce que finalement le soutien des peuples qui est de plus en plus croissant pour le Sahara occidental, la Kanaki et la Palestine et l'affirmation que le Sud a une nouvelle alternative diplomatique à imposer au monde? Bien sûr, bien sûr. Laissez-moi vous dire que votre question à laquelle Samy a répondu, que je voudrais compléter à propos, vous avez parlé d'une véritable mise en place, quand vous avez parlé de trucs. C'est déjà la préparation de la future grande bagarre qu'il doit y avoir. Et c'est à celui qui va placer ses pions qui demain peut avoir une place prépondérante. Et l'Algérie reste la clé de l'Afrique. En tout cas, une des clés majeures de l'Afrique. Personne de ces 3 concurrents, la Chine, la Fédération de Russie et les USA, ne peuvent se passer du partenariat algérien. Voilà déjà une position prépondérante pour le truc. Et pour répondre à votre question qui est... Est-ce qu'aujourd'hui, le Sud global est à sa tête, l'Algérie? Le Sud global propose une véritable... Nous n'avons pas, Tina, nous n'avons pas d'autre choix que de résister et de réclamer en face. Parce que je vous dis en face, tous ces États dont nous avons parlé, et pas des moindres, les puissants de ce monde, veulent tout simplement essayer de faire un passage en force, en dépit du droit international. Nous devons leur dire, c'est le droit international, c'est vous qui l'avez écrit, au lendemain de la deuxième convention. Vous l'avez écrit sans nous. Nous l'avons respecté. À votre tour de continuer à le respecter, où nous venons de l'exigence de l'application du droit international. Nous n'avons pas parlé avec permission en 30 secondes l'Union africaine. L'Union africaine doit prendre ses responsabilités. En ce qui concerne le Sahara occidental, l'Union africaine doit prendre sans délai, immédiatement, rapidement, ses responsabilités pour la décolonisation. Très bien, monsieur Ayachi, très chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que j'étais accompagné tout au long de cet épisode de Saïd Ayachi, président du comité algérien du soutien avec le peuple sahraoui. J'ai eu également le plaisir d'avoir été accompagné de mon confrère Samy Kaidi de la rédaction d'El Moudjahid, du quotidien El Moudjahid. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes et à la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Vous aussi, très chers invités, prenez soin de vous et à bientôt.